Toute la famille gaulliste réunie pour la commémoration de l'appel du 18 juin, l'un des proches du général, le journaliste Roger Stéphane, invité de cette édition. Michel Rocard se donne 3 ans pour réduire les inégalités sociales. Le projet de cotisation sociale généralisée sera présenté en juillet. Le Red Flag, reportage exclusif aux États-Unis. Les meilleurs pilotes de chasse s'affrontent dans des conditions de guerre. Le groupe de tous les matchs nuls, après les Pays-Bas, l'Égypte accroche l'Irlande, 0-0. Bonsoir, le 50e anniversaire d'une certaine idée de la France, célébrée avec émotion et simplicité aujourd'hui à Colombey-les-Deux-Églises. Toute la famille gaulliste réunie pour un hommage au chef de la France libre et la pensée du général de Gaulle plus vivante que jamais. Éric Thibault. Badge sur la veste, drapeau à la main, 40 000 personnes ont célébré aujourd'hui le 50e anniversaire de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle. En tête du cortège qui s'étire sur 4 km, Jacques Chirac. Avec à ses côtés Alain Juppé, Michel Noir, Charles Pasqua. Tout l'état-major du RPR avait décidé d'oublier ses querelles pour ce pèlerinage. Seul Alain Carignon avait choisi d'être dans le cortège au milieu des militants. Quant à Maurice Schumann, qui fut le porte-parole de la France libre, il rappelle dans son adresse au général l'actualité du gaullisme. Ainsi se forme et se reforme sans cesse une nouvelle avant-garde pour entendre et répandre votre appel, comme s'il n'avait pas été lancé une fois pour toutes il y a 50 ans. Comme si le 18 juin n'était pas un anniversaire, mais un exemple. Un hommage ému et sobre avec des airs de parti de campagne. Face au mémorial, Lynn Renaud entonne le chant des partisans. C'est la fin de cette journée du souvenir, l'occasion pour 40 000 fidèles de méditer sur le grand rassembleur que fut le général. Roger Stéphane, notre invité ce soir, témoin privilégié de la pensée du général de Gaulle. Non, de temps en temps, il a bien voulu s'exprimer devant moi et j'ai beaucoup travaillé sur ce que je savais. Alors vous tenez à préciser que vous êtes gaulliste, mais pas RPR. Jacques Chirac faisait référence hier à Bayeux, à l'idéal gaulliste. Que représente-t-il aujourd'hui? Alors, il représente cette phrase qui vient d'être citée, une certaine idée de la France. D'abord l'indépendance nationale. Ensuite, des institutions pour éviter la décomposition de juin 40. Ensuite, une véritable force militaire pour éviter la défaite. Et ensuite, l'ouverture à tous les peuples. Le refus de cette dichotomie où il y a des peuples qui sont ennemis et des peuples qui sont amis. La France du général de Gaulle a toujours tendu la main à tout le monde. Elle a reconnu la Chine, quelques années avant les États-Unis. Le général de Gaulle a parlé de détente de coopération quelques années avant M. Gorbatchev. La France de Gaulle ne se connaît pas d'ennemis, mais il est déconseillé à des gens de l'attaquer. Monsieur Stéphane, bien sûr, vous restez à mes côtés, vous commenterez l'actualité que nous allons développer ensemble. Il y a 50 ans, jour pour jour et pratiquement heure pour heure, c'est un point d'histoire, un inconnu. Charles de Gaulle arrivait à Londres. L'histoire parle peu de cette journée du 17 juin 1940, une journée pourtant décisive, reconstituée maintenant par Michel Vial. Lorsque Charles de Gaulle débarque vers 12h30 sur l'aéroport d'Euston à Londres en ce 17 juin 1940, il ne sait pas encore que le maréchal Pétain vient tout juste d'appeler à la capitulation. En France, les Allemands sillonnent déjà le pays au milieu des millions de civils éparpillés sur les routes d'un exode pathétique. Dès 15h, le général de Gaulle rend visite 10 Downing Street au Premier ministre Winston Churchill. Il lui expose ses intentions, peut-être même la première ébauche du discours qu'il compte prononcer dans les plus brefs délais sur les ondes de la BBC. Le lendemain matin, dans son premier appartement londonien de Seymour Grove, aujourd'hui Curzon Place, il travaille et rature son texte tandis que Churchill convainc les membres de son cabinet de guerre de laisser parler à la radio ce général pratiquement inconnu. À 18h ou à 20h, les souvenirs sont improbables, il se rend en taxi à Broadcasting House près d'Oxford Circus. En s'installant au micro du studio 4B, détruit plus tard par un bombardement, Charles de Gaulle entre définitivement dans l'histoire.
le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il était tout naturellement un homme de radio, un homme d'une grande force, d'une très grande volonté, d'un grand courage. Il n'était pas un homme facile à manier. Il contrôlait parfaitement la situation. Il n'était pas nerveux, il était très concentré, mais pas nerveux. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. Mais ces mots-là furent en réalité prononcés le 22 juin. Ceux du 18, en effet, n'ont pas été conservés par la BBC, d'où, le lendemain, la colère du général lorsqu'il l'apprit. Je devins ce jour-là le premier Anglais à essuyer la célèbre mauvaise humeur de Gaulle. Il était en grand uniforme militaire, une silhouette très grande, très impressionnante. Il condamna la BBC en général, et moi en particulier, pour n'avoir pas su apprécier la signification historique de ce moment. Il ne reste donc rien de ce discours mythique par lequel Charles de Gaulle, selon sa propre expression, entrait dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. Malgré les nombreuses demandes, le général ne voulut jamais le réenregistrer, et si le document existe quelque part, c'est dans les archives d'un service d'écoute, mais ceci est une autre histoire. Généralement, Roger Stéphane, Je voudrais apporter une précision. Le plus proche de M. Churchill, qui était à l'époque Premier ministre de Grande-Bretagne, était Sir Anthony Eden, qui a été successivement ministre de la guerre et ministre des Affaires étrangères pendant la guerre. Et M. Eden m'a dit, vous ne vous rendez pas compte des problèmes que nous posait De Gaulle. Il voulait être un gouvernement. Mais vous savez, M. Stéphane, il n'y avait jamais eu de gouvernement en exil. Nous avons cherché tous les précédents juridiques. Il n'y en avait pas eu. De Gaulle a créé le premier. Et depuis, qui ne fait pas de gouvernement en exil, me demandait Eden. Alors, petite question anecdotique, le général était rancunier? François Mauriac m'a dit un jour, je pardonne toujours les offenses, mais je n'oublie jamais la date. Ça pourrait s'appliquer un peu au général de Gaulle, mais à condition que vous admettiez que la rancune n'était pas personnelle. Elle se situait sur un autre niveau. Si on avait marché sur le pied du général de Gaulle ou si on lui avait dit des choses agréables, il s'en fichait. Mais si on avait à un certain moment préconisé, aidé à prendre des attitudes qu'il considérait comme préjudiciables au pays, ça il ne l'oubliait pas. Merci Roger Stéphane. L'actualité politique contemporaine maintenant avec le discours de Michel Rocard devant les rencontres socialistes. Demandant à être jugé dans 3 ans, le Premier ministre a présenté 20 critères contre les inégalités et un projet de cotisation sociale généralisée. C'est une nouvelle étape sociale qui vient d'être franchie, même si certains bien sûr attendaient plus du gouvernement. Daniel Sportiello. Les socialistes l'attendaient depuis 2 jours et la rencontre a enfin eu lieu. Mais l'attente remonte en fait à bien plus longtemps. Il y a près d'1 an déjà que la nécessité d'une nouvelle étape sociale était soulignée par Pierre Mauroy. Idée enterrée depuis et ressuscitée par le chef de l'État lui-même. Depuis, le PS a sonné la charge et le Premier ministre a repris l'idée au vol. Mais devant les socialistes qui l'attendaient de pied ferme, malgré certaines impatiences plus ou moins bien maîtrisées, Michel Rocard n'a pas voulu bourse délier. À ceux qui veulent des mesures tout de suite, le Premier ministre a demandé du temps. Soyons assez audacieux pour engager toutes les réformes conduisant à plus d'équité, plus de justice sociale. Mais soyons assez unis pour défendre ensemble le travail accompli. C'est une œuvre globale et de longue haleine que de vouloir améliorer les perspectives qui s'offrent à nos concitoyens. Il n'est pas trop d'une législature pour en voir les résultats. 3 ans, c'est le délai réclamé par Michel Rocard pour agir et être jugé, ce qui suppose qu'il compte rester à Matignon jusqu'aux législatives. Aucune déclaration spectaculaire donc, sur le SMIC par exemple, mais toujours le même credo rocardien sur la priorité à la lutte contre le chômage. Et la méthode Rocard, version sociale. Laissons faire les partenaires sociaux et pressons-les de se hâter.
Reste à savoir comment les socialistes et l'Élysée apprécieront. La longévité de Michel Rocard à Matignon en dépend. Prévu à l'automne, le projet de cotisation sociale généralisée sera donc avancé, présenté au mois de juillet au Conseil des ministres. Une réforme qui vise au financement de la protection sociale par l'ensemble des revenus et non pas seulement ceux procurés par le travail. Commentaire de Marie-Claire Thiers. Cette contribution, qui doit améliorer le financement de la sécurité sociale, sera donc généralisée à l'ensemble des revenus du travail et du capital. Le financement de la sécurité sociale ne pèsera donc plus pour l'essentiel sur les salariés, comme c'est le cas actuellement, mais aussi sur les rentiers et les retraités. Cette cotisation dite de solidarité est pour le gouvernement un instrument de justice sociale, car ce réaménagement fiscal permettra de réduire les cotisations sociales des salariés qui verront donc ainsi leur salaire augmenter et plus particulièrement les bas salaires. Le taux de cette cotisation n'est pas encore fixé. Il devrait être au-dessous de 1% et réajusté en fonction des besoins de financement. Il devrait rapporter près de 30 milliards de francs. La décision de Michel Rocard d'accélérer l'instauration de cette contribution est donc un soutien à Claude Évin, le ministre de la Santé, qui l'avait proposé, alors que Pierre Bérégovoy, le ministre des Finances, aurait préféré une meilleure maîtrise des dépenses. Première réaction politique, celle de Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, estime, je cite, qu'une nouvelle fois les actes du gouvernement sont en contradiction avec ses paroles. Participation en hausse au deuxième tour de l'élection cantonale partielle de Villeurbanne. Jean-Pierre Benchet en direct, vous avez des premières estimations? La participation sera en tout état de cause supérieure à 38%, ce qui fait donc 50% de hausse par rapport au premier tour qui avait donc placé cette élection sous les feux d'actualité. C'est un démenti pour Michel Noir qui avait lui appelé à l'abstention. Deuxième élément de ce scrutin, on doit se demander à qui iront les voix supplémentaires, à la socialiste ou au Front National. La droite classique avait, elle, préconisé le vote blanc, c'était la consigne officielle. Nous décompterons donc les votes blancs pour cette élection. Et puis, troisième élément, je crois, qui est important pour ce soir, c'est de savoir que les socialistes villeurbanais rêvent en fait d'effacer Dreux. Je vous rappelle que Mme Stirbois avait obtenu 61% des voix. On ne rêve pas vraiment d'aller jusqu'à ce score, mais on rêve tout de même de faire de Villeurbanne une sorte d'anti-Dreux. Merci Jean-Pierre Benchet, je vous retrouve à 22 h dans Soir 3 pour les résultats définitifs à Villeurbanne. Roger Stéphane, un mot sur le Front National, le général de Gaulle, quelle attitude aurait-il adopté face au Front National? Nous le savons très bien parce que le Front National descend en ligne droite de l'OAS, vous savez, l'organisation de l'armée secrète qui, au moment où le général de Gaulle faisait la paix en Algérie, déposait des bombes partout. D'ailleurs, je crois que M. Le Pen, s'il n'en était pas, beaucoup des siens en étaient. Donc on sait très bien ce qu'a fait le général de Gaulle, il les a combattus. Point. Alors, sans faire de politique fiction, à votre avis, il aurait mis en congé Alain Carignon du RPR? Écoutez, je voudrais vous dire, le général de Gaulle a dénoncé tout au long de sa vie la politique des partis. Et maintenant, nous sommes à la politique des courants. Alors, je ne sais pas, et bientôt des sous-courants. Je ne vois pas le général de Gaulle intervenant comme cela. C'est inenvisageable. Il y avait ce que faisait le gouvernement de la France, les problèmes de la France. Bon, il y avait un parti qui le soutenait, mais vous ne voyez pas de Gaulle allant à ce parti qui le soutenait. Enfin, c'est pas comme ça que se passait l'action du général de Gaulle. Carignon fidèle à l'idéal gaulliste? Je crois qu'il l'est, sûrement. Il y a une chose qui ne va pas, c'est quand j'entends des gens fidèles à l'idéal gaulliste comme Michel Noir demander l'abstention, prôner l'abstention. Je ne suis pas sûr que l'abstention soit une valeur gaulliste. Merci Roger Stéphane, vous interviendrez encore tout au long de ce journal. Je rappelle que vous avez été l'un des proches journalistes du général de Gaulle. Stupeur dans les milieux politiques allemands aujourd'hui. Cet après-midi, le Parlement est-allemand est passé tout près d'une réunification immédiate des deux Allemagnes. Débat surprise commenté par Sylvie Levet. Dimanche ordinaire au Parlement est-allemand. À l'ordre du jour, en présence du chancelier Kohl à la tribune des hôtes, les privatisations en RDA, jusqu'au moment où, coup d'éclat de la part du DSU, le parti gouvernemental de Lothar de Maizière. Il propose un rattachement immédiat de la RDA à l'autre Allemagne, bousculant ainsi le calendrier du processus d'unification, puisque l'union économique ne devait prendre effet qu'à partir du 2 juillet, l'union politique pas avant l'année prochaine. Et pourtant, il s'agit bel et bien d'un rattachement légal et conforme à l'article 23 de la Constitution de la RFA, qui autorise depuis 1949 les autres parties de l'Allemagne à rejoindre, si elles en formulent
formuler le désir, la République fédérale. C'est ce que fit la SAR en 1956, c'est ce qu'a failli faire ce soir la RDA. Mais sur les conseils du Premier ministre Lothar de Maizière, le Parlement est-allemand a finalement décidé de reporter en commission sine die ce projet de mariage immédiat avec l'Allemagne d'Helmut Kohl, argumentant la nécessité d'une expertise juridique préalable. Au cours de vos entretiens avec le général de Gaulle il y a un peu plus de 20 ans, vous avez-il parlé de la réunification allemande? Oui, comme une chose inéluctable, comme un événement inéluctable. Et il pensait d'ailleurs que les choses seraient beaucoup plus simples dans la relation franco-allemande ou dans la relation de l'Europe et de l'Allemagne, si l'Allemagne n'avait vraiment plus de problème vital à résoudre. Et la réunification était un problème vital, c'était une épine dans sa chair. Donc il savait que ça serait inéluctable. Il l'a dit d'ailleurs en 1959. Si vous êtes bon, vous lisez pour moi. Oui, c'est le livre de Régis Debray. J'en prends cette citation. Rallié au gaullisme, j'allais dire de dernière heure. Vous me pardonnerez cette expression, il me la pardonnera en tout cas. La réunification des deux fractions en une seule Allemagne qui serait entièrement libre nous paraît être le destin normal du peuple allemand. C'était le général de Gaulle donc, qui le disait effectivement en 1959, pourvu que celui-ci ne remette pas en cause ses actuelles frontières à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, et qu'il tende à s'intégrer un jour dans une organisation contractuelle de toute l'Europe pour la coopération, la liberté et la paix. Conférence de presse du général de Gaulle qui date du 25 mars 1959. C'était donc une grande Europe avec une Allemagne réunifiée. Oui, pardon, une grande Europe, enfin une Europe avec l'Allemagne réunifiée. Je voudrais seulement dire que de Gaulle a annoncé ce qui s'est passé, mais que sur ce qui s'est passé, je n'ai entendu aucune voix autorisée française. Participation moins importante, élection toujours en Bulgarie, au deuxième tour des élections où 81 des 400 sièges de la future Assemblée constituante restent à pourvoir. La question est de savoir si le Parti socialiste bulgare, l'ancien parti communiste, vous le savez, obtiendra la majorité absolue de 201 mandats. Le PSB a remporté 172 sièges au premier tour dimanche dernier. Pas de résultat avant mardi. Un document maintenant, le deuxième volet du reportage exclusif de Jean-François Gringoire et Philippe Poncet dans la base aérienne américaine de Nellis, au Nevada. Les meilleurs pilotes de chasse s'affrontent dans de réelles conditions de guerre. Cela s'appelle le Red Flag. Voici une mission à bord d'un Mirage F1 tel que vous ne l'avez jamais vu. Nellis dans le Nevada, l'une des bases les plus secrètes de l'US Air Force. Ici, on est en plein Red Flag, 6 semaines de combat aérien comme en temps de guerre, 2 missions par jour, peu de répit et pas mal de pression pour ceux qui y participent. Je crois, oui, que c'est vraiment l'exercice où nous sommes confrontés à ce que les Américains appellent la pression de la guerre. Et je crois que c'est effectivement les meilleures conditions d'entraînement réalistes qu'on puisse trouver au monde. Aujourd'hui, le capitaine Marc Lagneau est le Package Commander, le responsable de la mission. Son groupe, composé de Français et d'Américains, doit attaquer des cibles en territoire adverse. En face, le capitaine Terry Ticonor et ses F-15 doivent contrer l'attaque ennemie. Les points de détail ont été réglés lors de l'ultime briefing et les pilotes ont maintenant 2 heures pour mener à bien leur mission. Le capitaine William Kurtz a 30 ans, il est pilote sur Mirage F1CR. Le capitaine Bob Botsford, 34 ans, chasse sur F-15. Dans 1 heure, ils seront face à face dans le ciel du Nevada. À Nellis, on s'apprête à suivre en direct l'affrontement grâce au RFMDS, un système de restitution ultra perfectionné. Les pilotes volent à 30 mètres du sol pour échapper au radar. À 900 km/h, 1 seconde d'inattention et c'est le crash. Sous la menace des F-15 qui attendent leur point d'altitude, les Jaguars et les Mirage F1 foncent sur leur objectif. Et les F1 ont réussi à larguer leurs bombes, c'est maintenant au tour des Jaguars qui protègent leurs attaques avec des leurres destinés à tromper les missiles infrarouges.
Mission accomplie, retour vers Nilis où chaque paramètre du combat simulé a été enregistré. Chacun va maintenant analyser ses succès et ses échecs. We went back to engage in the French were in the second package. They were down low. The Mirages were down low. We did not engage them. Our other F-15s, other flights engaged several Mirages down low. Some before the target, but most of them were engaged after the target area. So they were probably successful in getting at least 50% of their bombs on target. Nous sommes allés donc tirer notre bombe, ça s'est bien passé. Je pense que nous allons voir les résultats là de notre tir, mais ça devrait être correct. Le système de restitution a confirmé les impressions des deux pilotes. Les Français performants s'en sont bien sortis, mais dès demain, il s'agira de trouver de nouvelles tactiques, sans quoi les monstres de technologie que sont les F-15 pourraient bien enrichir leur tableau de chasse. L'actualité du jour en France et à l'étranger sous forme de télégramme maintenant et avec le commentaire de Pascal Justice. Premier tour aujourd'hui des élections municipales de Vierzon dans le Cher. Rien ne va plus dans ce bastion communiste depuis que son maire a démissionné en avril dernier. Le candidat du PC, Roger Coulon, est soutenu par le Parti socialiste et le candidat dissident du PS, Jean Rousseau, par le groupe Arc-en-Ciel de l'opposition. Ni le RPR ni l'UDF ne présentent de liste. Restent Lutte ouvrière, les Verts et le Front National qui pourraient bien profiter de ce cafouillage. 80 000 personnes rassemblées à Lyon pour la 6e fête au profit de l'association Handicap International. L'édition 90 était consacrée au Cambodge où depuis 82, une centaine de personnes viennent en aide aux handicapés mutilés par les mines antipersonnelles. À cette occasion, les médecins ont renouvelé leur appel aux autorités locales et internationales pour faciliter leur accès aux camps de réfugiés. Le pilote d'hélicoptère soviétique irradié en survolant Tchernobyl est aujourd'hui dans un état critique. Hospitalisé aux États-Unis, Anatoly Grichenko avait subi en avril dernier une greffe de moelle osseuse grâce au don d'une Française de 42 ans. Ses poumons sont infectés, il ne peut plus respirer sans assistance, ses médecins sont inquiets. 80 voitures de prestige en vente cet après-midi à Aubervilliers en région parisienne. Point d'orgue, ce cabriolet Rolls-Royce fait sur mesure pour un roi d'Arabie Saoudite. Une occasion en or, 6000 km, exemplaire unique ou presque, puisque la fille du roi possède son double en jaune. Prix 1 800 000 francs. L'acquéreur a préféré garder l'anonymat. Et Roger Stéphane précise que ce n'est pas lui. Football, la Coupe du Monde avec un nouveau match nul dans le groupe D. Après le 0-0 de Pays-Bas-Angleterre hier, l'Égypte et l'Irlande n'ont pu se départager cet après-midi. Rien n'est joué dans ce groupe, comme le confirme Alain Dorvance. Les Égyptiens attentistes, une équipe d'Irlande qui poursuit son emprise sur le jeu mais sporadiquement. Bref, vous avez compris, un match de dupes au cours duquel les Égyptiens jouent à cache-cache avec les Irlandais qui partent Chidi, inquiète Chober, le gardien égyptien. Les Irlandais allaient accentuer leur pression et Kevin Chidi, toujours lui, auteur du but contre l'Angleterre, est tout malheureux de voir son tir croisé du gauche passer de peu à côté. Les Irlandais dominateurs ne parviennent pas à prendre l'avantage en dépit de cette frappe tendue de Houghton qui frôle le menton droit des poteaux égyptiens. Supériorité écrasante des Irlandais sur le plan des occasions de but. Et Abdelghani donnera le frisson aux Irlandais mais son tir est trop enlevé. 0-0, énième match nul dans ce groupe F dont le dénouement prévu pour le 21 juin est pour l'instant inextricable. 4 équipes, Angleterre, Pays-Bas, R et Égypte, en tête avec le même nombre de points et la même différence de buts. Égalité parfaite. Automobile, Nissan, Porsche et surtout Jaguar, le trio magique des 24 heures du Mans, finalement enlevé par la Jaguar numéro 3 de Brundle, Cobb et Nielsen après une course passionnante du début à la fin. Classement final, 2 Jaguars aux premières places devant une Porsche. Porsche longtemps deuxième de l'épreuve mais qui a connu quelques ennuis mécaniques à un quart d'heure seulement de l'arrivée. Et puis des images spectaculaires maintenant, c'était au départ du Grand Prix moto 125 cm3 de Rijeka, comptant donc pour le championnat du monde des 125 en Yougoslavie. Un carambolage, vous allez le voir, impliquant 7 motos s'est produit. L'accident a eu lieu dans des conditions identiques à celles qui avaient coûté la vie à un jeune pilote il y a 3 semaines. En heurtant des bottes de paille situées avant la première courbe, une moto déséquilibrée est venue heurter le peloton. Aucune blessure grave, fort heureusement, n'a été à déplorer. Roger Stéphane, avant de refermer ce journal, une dernière anecdote concernant, je dirais, vos entretiens privilégiés avec le général. Bon, je ne sais pas, il y en aurait un certain nombre, mais vous m'avez parlé du Front National. Je voudrais revenir sur un point concernant
l'Algérie. Vite, s'il vous plaît. Oui, vite. À un certain moment, donc, beaucoup de personnes criaient Algérie française en pensant que De Gaulle allait brader, vendre ou je ne sais quoi l'Algérie. Et De Gaulle m'a dit un jour, est-ce qu'il ne pouvait pas penser, dès 40, que l'Algérie c'était la France? Car n'oublions pas que les tenants de l'Algérie française avaient refusé de franchir la Méditerranée pour continuer la guerre. Merci Roger Stéphane. Fin de cette édition. Tout de suite la météo avec quelques secondes de retard de Florence Klein. Je vous retrouve à 22h15 pour Soir Froid. À tout à l'heure. Très bon début de soirée.